Bien, bon, alors normalement, si tout va bien, on va pouvoir faire une présentation. Alors, il se trouve que, pour reprendre mes esprits, moi, ce que je voulais vous dire sur cette présentation, c'est que si on regarde la collecte des informations, notamment dans un bâtiment, jusqu'à l'exploitation des données, pour pouvoir amener de la performance énergétique, on a besoin d'avoir une vision globale, on a besoin d'avoir une vision décloisonnée. On se rend vite compte que si on veut amener de la valeur durable dans le bâtiment, il est indispensable de pouvoir travailler main dans la main avec l'ensemble des acteurs qui amènent chacune de ces briques pour pouvoir amener le service. Alors il y a un deuxième volet sur lequel moi je voulais insister. Sur le pilotage des systèmes énergétiques, on a 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est de pouvoir collecter les données avec un certain niveau de qualité. C'est-à-dire que si on regarde en fait une information, il faut qu'elle puisse être la plus juste possible, la plus pertinente possible. Deuxième élément, c'est important quand on parle de tableau de bord, de données de restitution ou d'outils de restitution, de se dire que c'est une information qui est importante, c'est un outil qui est important, mais qui n'est pas suffisant, notamment pour engager des actions de performance énergétique et surtout piloter les systèmes. Enfin, le dernier élément qui me paraît important de souligner aujourd'hui, c'est de s'assurer en fait que la donnée puisse être remonter et interagir en temps réel avec les systèmes pour pouvoir amener de la performance réelle dans un bâtiment. Dernier élément, aujourd'hui nous sommes au CIDO, on parle beaucoup IA, objets connectés. On n'est pas dans la logique de vouloir opposer le monde d'hier, notamment dans le bâtiment, tous les systèmes de gestion active du bâtiment, tous les systèmes de GTB, mais plutôt de réfléchir intelligemment à faire converger l'ensemble de ces briques et d'en prendre et d'en tirer le meilleur. Ce qu'on voulait vous présenter avec la ville de Limoges aujourd'hui, c'est un peu plus qu'une expérimentation. Ça a démarré il y a déjà un petit peu de temps, il y a 2 ans, où il était question de réfléchir à la meilleure façon de réduire les consommations de chauffage dans un bâtiment. On réfléchissait à améliorer le confort également. Et du coup, dans cette expérimentation qu'on va vous présenter avec Sylvain Pasquier, on a mis en place des solutions qui sont sourcées dans le marché, qui sont sourcées qui existent complètement. Et c'est simplement l'assemblage en fait, de tout ça qui est un peu différent de ce qu'on peut être amené à faire habituellement. Alors Sylvain, je vais vous laisser la parole. On est à la planche 6 pour présenter le cas de l'école Aristide Bellé. Donc là, on va passer avec les numéros parce que je ne vois pas votre retour. Donc simplement, pour présenter le retour d'expérience de Limoges, vous avez, je pense, les images de la façade de ce groupe scolaire, qui est un groupe scolaire classique des années 70. Donc vraiment, qui a été choisi essentiellement parce qu'il avait un nombre de salles pas trop important. Il y avait 2 grandes activités, des activités scolaires et activités périscolaires. Qui est piloté par une association. Donc on avait 2 interlocuteurs, 2 agendas différents et des façons de vivre dissociées, ce qui faisait qu'on a déjà un bon niveau de complexité sur ce bâtiment-là. Et si on passe à la page 7, donc là l'idée a été, le point de départ a été de dire on percevait beaucoup de la problématique. Il y avait un décalage entre l'occupation réelle des locaux et le nombre de pièces qu'on chauffait et le nombre et la dépense que ça générait. Et l'idée a été de dire pourquoi ne pas intégrer complètement et intégralement les données d'occupation et arriver à les maîtriser pour pouvoir caractériser tous les usages sur le site. Vous avez sur cette image-là, ce qui a été voulu vous montrer, c'est la situation qu'on connaît beaucoup, que connaissent encore beaucoup de bâtiments sur la ville de Limoges. C'est l'ensemble, c'est les données d'occupation accompagnées de toutes les petites annotations permanentes pour les petits changements et autres, qui ont bien du mal à aller jusque dans la chaufferie et être mis en œuvre ou souvent oubliés après avoir été mis en œuvre et ainsi de suite. Donc globalement, on a nos dispositifs sur site qui
qui regorge de strates historiques et souvent, c'est pas toujours remis à zéro. Et l'objectif, c'est bien de passer dans le monde du 21e siècle et d'arriver à pouvoir, pour un groupe de salles, comme ça vous est présenté, arriver à avoir un planning clair, des heures précises, des valeurs précises, avec un pilotage smart et arriver à aller et à faire que ces données d'occupation deviennent la matière première de la mise en œuvre de l'énergie. C'est parce qu'il y a une occupation qu'on va diffuser de la chaleur, c'est pas parce qu'on ne sait pas ou parce qu'on n'a pas encore su aussi qu'on va en mettre au cas où. Donc là, l'idée, c'est de supprimer tous les au cas où et de se rapprocher de façon certaine de la diffusion de chaleur. Pour compléter ce que dit Sylvain, dans cette présentation à gauche, le planning d'occupation, finalement, reste assez aléatoire et assez incertain, et si bien que quand on est face à des exploitants de chauffage, pour pouvoir régler ensuite les installations de production énergétique, on va se retrouver avec des plannings d'occupation et donc de mise en route des systèmes de chauffage qui vont être les plus larges possibles. On va dire, pour ne pas être embêté, on va mettre un démarrage de la consigne de chauffe du bâtiment à 7h du matin et on va l'arrêter à 19h. Et là, ainsi, on est sûr de contenter, on va dire, tout le monde, c'est-à-dire que ce soit le directeur d'école qui termine un petit peu plus tard ou la femme de ménage qui arrive relativement tôt, sachant que c'est peut-être pas tous les jours, mais c'est pas grave, en tout cas on ne sera pas embêté. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment problématique, notamment quand on est face à des enjeux énergétiques de réduction des consommations d'énergie. Si on n'a pas un regard relativement fin de l'utilisation et donc de l'usage des sites, on a du mal à amener de la performance énergétique de manière intelligente, de manière durable et de manière sûre. Voilà, donc ça c'était l'idée de départ, arriver à maîtriser la totalité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à distance, on autorise un créneau d'occupation ou on le supprime sans aucun souci. Donc ce qui a été déployé sur le site, on est en slide 8 je pense, c'est une solution dont la particularité est d'être sans fil et sans pile. C'est vraiment la nouveauté et c'est vraiment cet élément-là et la publication qu'avait fait Engie lors d'un entrefilé dans le moniteur, pour parler très simplement. C'est ce qui m'avait attiré, c'est ce qui m'a amené vers les interlocuteurs avec lesquels nous travaillons depuis 2 ans. C'est cette notion sans pile, sans fil, c'est-à-dire que pour les sondes de température, c'est du scotch double face, pour les passerelles, pour les détecteurs d'imprésence, c'est du scotch double face, et pour le pilotage, les vannes de pilotage, il suffit d'une clé et on visse, si bien évidemment les radiateurs sont déjà équipés de têtes de robinet thermostatique, mais voilà, c'est très simple à installer, très rapide. Une journée pour 40 salles, voilà, c'est le vrai plus, et ça permet de remonter l'information permanente. Donc on dispose de la température en continu dans chacune des pièces et on est capable de vérifier en permanence le résultat et l'ambiance fixée, et on sait si c'est bon ou si c'est pas bon. Voilà, c'est vraiment le plus complet de cette opération par rapport à antérieurement. Alors justement là-dessus, si on veut parler un peu chauffage pour bien contextualiser, on est sur des systèmes de chauffage à eau chaude, radiateur à eau chaude. Vous avez très souvent la mise en place de robinets thermostatiques qui sont souvent conseillés, qui sont souvent privilégiés dans ces systèmes de chauffage. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est de motoriser et de rendre intelligents finalement ces robinets thermostatiques. En haut à droite, là, vous voyez effectivement le corps de vanne objet connecté, et de permettre finalement d'amener une sérénité dans les réglages au quotidien. Puisque quand on veut agir sur un système de chauffage, vous avez très souvent 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est je vais intervenir en chaufferie et faire les réglages qui vont bien, de telle manière à pouvoir amener de la réduction de consommation d'énergie au démarrage ou aux arrêts de la chaudière. Dans le deuxième cas, on essaye d'agir sur la régulation, entre guillemets, des vannes ou des terminaux, donc des vannes thermostatiques ou des terminaux. Et très souvent, on installe des vannes manuelles. Aujourd'hui, elles coûtent
quelques euros dans le commerce, mais vous n'avez aucune certitude de pouvoir les régler correctement, voire même de jouer sur la saisonnalité avec des ouvertures ou des fermetures, tout simplement parce qu'on ne va pas envoyer le technicien d'exploitation en permanence faire le tour de toutes les écoles de la ville de Limoges et de dire en début de saison je les ouvre complètement, quand il fait trop chaud, faut que je me dépêche, je vais les fermer, quand il y a des apports solaires également, etc., etc. Donc ça c'est vraiment un point majeur que nous apporte aujourd'hui le digital et les objets connectés, de pouvoir faire assez rapidement des évolutions majeures des systèmes de chauffage entre guillemets anciens, avec la certitude qu'on amène durablement de la performance. Je passe à la 9, Sylvain. Et pour confirmer, le pilotage des radiateurs par la petite sonde de température, et j'ai l'air que c'est magique, quoi. C'est-à-dire que on a dans notre monde professionnel de l'énergie, pouvoir arriver à se dire CA19, je ferme, sans se soucier de quoi que ce soit. C'est vraiment le 21e siècle qui rentre dans des installations qui, elles, datent de bien longtemps. Le complément a été aussi amené au niveau de la chaufferie, puisque est arrivée en chaufferie une aide au pilotage qui permet de récupérer l'ensemble des données d'occupation hébergées à l'extérieur sur le web et de pouvoir compléter les actions que l'on avait aujourd'hui par notre superviseur Topkapi et les organes de régulation du site. C'est un vrai complément, la totalité des organes est nécessaire et maintenant on est capable de pouvoir changer un petit peu les façons de faire, on va le voir dans les images suivantes, les façon de piloter la production de chaleur et de se rapprocher de plus en plus de l'objectif de la capacité que donne l'IoT de pouvoir anticiper le besoin de déperdition qu'on va avoir dans les 6 heures qui vont suivre et de pouvoir se rapprocher de plus en plus de la fabrication de la quantité correspondante, pas plus, pas moins. Et ce que dit Sylvain est très intéressant, notamment sur la notion d'existant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour complètement faire table rase de l'existant ou du passé. Quand on intervient sur ces bâtiments existants, on parle d'une école qui a déjà un certain âge, on parle également d'équipements de production énergétique qui ont déjà un certain âge. Vous avez très souvent de la supervision ou des organes de régulation. Ces organes de régulation, on les laisse, on ne les démantèle pas, on va plutôt amener un peu plus d'intelligence de manière complémentaire à ces systèmes de régulation, et on va leur amener également de l'information pour pouvoir mieux gérer au quotidien les ordres de démarrage, d'arrêt de la chaudière, les réduits prolongés, etc. Et pour compléter ce que vous venez de dire, Samir, une question que je me pose même plus parce que c'est pour nous devenu évident, mais j'allais dire que lorsque notamment ces organes de pilotage sans pile, sans fil ne reçoivent plus les ordres de pilotage, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans le chauffage de la salle de classe ? Tout simplement, ils ont il est prévu une position de non-réception qui est une position médiane et qui fait que la valeur diffusée c'est autour des 21 degrés, et ce qui fait qu'au final indépendamment des autres valeurs qu'on a pu programmer, on se retrouve avec une situation relativement classique où l'ensemble de l'installation existante avant la mise en place du pilotage salle par salle, heure par heure, on se retrouve dans la même situation qu'avant, et donc tout est nécessaire. On n'enlève rien, on complète la totalité de ce qu'il y a dans les bâtiments. Alors, je passe à la planche suivante. Voilà, page 10, là, où on voit le résultat, c'est-à-dire que ça, c'est le plus de l'IoT, c'est-à-dire que c'est salle par salle, heure par heure. On a la température obtenue dans chacune des salles. Lorsqu'on est en vert clair, c'est qu'on est entre les 19 et les 20 degrés qui sont la consigne qu'on demande à tenir. Dès qu'on passe en vert foncé, ça veut dire que c'est les apports gratuits. Et là, c'est effectivement, on est dans le zéro dépense et on
bénéficie des apports gratuits et on le voit. Et partout ailleurs, vous avez différentes couleurs. On voit que là, c'est un lundi qui vous est présenté, donc on voit que le dimanche, il y a un peu plus de gris, c'est-à-dire que c'est les périodes où on n'a pas chauffé, où le bâtiment et les déperditions ont fait baisser les températures, et on voit les périodes, les apports gratuits de la journée, notamment avec le bleu-gris, et voilà, c'est-à-dire qu'on voit bien maintenant la cartographie, et on peut suivre avec la température extérieure et la consommation heure par heure dont on dispose à l'heure actuelle, avec le niveau météorologique qu'on a mis en place. Vous pouvez voir déjà sur ce tableau, ce qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle, c'est la constitution d'un indicateur de performance qui va nous permettre de suivre heure par heure la consommation réelle et en fonction des objectifs qu'on se sera fixés par rapport au nombre de salles et à leur durée d'occupation, et surtout la température extérieure qu'on aura constatée sur l'heure qui vient de se passer. Ce qui fait que heure par heure, jour par jour, semaine par semaine, on va pouvoir suivre cet indicateur et regarder s'il a dépassé les valeurs en limite que l'on aura prévues. Ça, c'est l'année 2020-2021. Et là, on voit bien apparaître clairement dans ce graphique l'occupation réelle du bâtiment et la nécessité en inoccupation, justement, d'éviter d'avoir à chauffer. Samir, on voit la programmation, puisque un deuxième indicateur, puisque tout à l'heure j'ai parlé de sonde de température et de sonde de présence, on est en train de constituer avec ces données-là un indicateur qui va nous permettre d'identifier le nombre de salles chauffées, mais malheureusement non occupées. C'est-à-dire qu'on verra bien notre programmation avec ce type de visualisation, mais surtout on vérifiera s'il y a eu une utilité à cette diffusion de chaleur. Pour pouvoir comparer occupation réelle et occupation théorique et gommer justement les occupations théoriques qui n'auraient pas été en occupation réelle. Donc on aurait chauffé alors que l'espace est inoccupé. Donc on autant de potentiel sans trop d'occupation, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de conditionnel, malheureusement. Je passe la suivante. Voilà, donc on est à la 11. Mais voilà, donc là, pour le caractère, les données plus professionnelles, on peut voir trois types de courbes. La température extérieure en vert en bas, au milieu, température départ et retour des circuits, et en haut, la température de production de chaleur au niveau de la chaudière, puisque là-bas, on est en chauffage gaz avec une chaudière pressurisée, et un seul réseau et un seul circuit. Vous voyez, historiquement, sur la partie gauche du schéma, ça, c'était la situation antérieure avant l'arrivée du complément de pilotage. Dans la partie centrale, vous voyez la première semaine d'exploitation et les premières actions du pilotage du démarrage de la chaudière, de la mise en fonction de la chaudière, puisque par le passé, on avait un maintien du corps de chauffe et du circuit primaire à une température constante, et ensuite on régulait sur le départ pour arriver à la maîtrise des températures dans les locaux. Et là, à partir de la mise en place du pilotage, on ne met plus en route la chaudière dès qu'il n'y a plus un seul besoin dans une seule pièce du bâtiment, en plus de la programmation. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus loin que l'heure de début, l'heure de fin et puis la température extérieure. On associe et on réduit le temps de mise en température de production de chaleur pour arriver jusqu'à la partie droite du schéma, pour vous montrer que sur un week-end de Pâques, donc on est encore en avril et on est à Limoges, et vous pourrez voir que le vendredi matin, il y a eu une petite production de chaleur en tout début de matinée, vers les 5h ou 6h du matin, et on est arrivé jusqu'au mardi matin sans avoir à faire repartir une seule fois la chaudière pour le maintien en température en réduit de nuit pour toutes les pièces du bâtiment. Ça veut dire que même au mois d'avril, on arrive à ne plus chauffer. On est capable de savoir quelle température il y a dans chacune des pièces. Une pièce aurait été en dessous de la température de réduit de nuit, eh bien on aurait mis en route. Et traditionnellement, on aurait eu droit, vous l'avez à côté, si vous revenez sur la partie gauche, au milieu, il y a écrit samedi, dimanche, et voilà, vous voyez la production de chaleur qu'on avait maintenue au cas où. C'est toujours la même phrase. Tout à l'heure, on a commencé avec pourquoi pas, et dans d'autres moments, on dit au cas où. Et l'objectif, petit à petit, c'est d'arriver à ce pourquoi pas, arriver à ne chauffer que ce dont on a besoin et pas plus
on ne fait pas d'économie sur le confort ou les objectifs de confort thermique, on fait des économies par le fait qu'on ne diffuse plus quand il n'y en a pas besoin. Alors, quelles sont les données qui nous intéressent pour faire ce travail ? Déjà, pour vous présenter un petit peu schématiquement notre flux de données, on a une surveillance assez classique, et j'y reviendrai tout à l'heure, des différents objets qui sont installés, donc que ce soit les capteurs de température, les capteurs de présence, les vannes, au niveau des salles de classe. Ensuite, on va remonter tout ça pour pouvoir développer des algorithmes de pilotage avec deux grandes visions. La première, c'est la fonction de régulation, c'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas envie de supplanter en fait les systèmes de régulation existants, mais plutôt de les rendre un petit peu plus intelligents et leur amener, on va dire, des informations avec une synthèse de besoins zone par zone pour dire là, ça vaut le coup de se mettre en route au niveau de la chaudière, là ça vaut le coup de s'arrêter, etc. Et de ne pas avoir uniquement une loi d'eau dans une chaufferie qui pilote le système de production d'énergie. Et il y a un deuxième élément de travail au niveau de l'anticipation, c'est de dire finalement, au bout de combien de temps je dois rester à l'arrêt ou je dois me mettre en route pour pouvoir tenir la consigne qui est attendue. Étant entendu qu'à Limoges, on a mis des réglages de consigne en occupation à 19 degrés, il faut que je sois capable d'atteindre cette température au bon moment, au bon endroit, et en fonction des paramètres climatiques et de la capacité du système de chauffage à se mettre en route. De ce fait-là, on va pouvoir collecter des données de supervision avec toutes les informations qui se passent en chaufferie, des objets connectés, et puis pour pouvoir évaluer la performance énergétique, les éléments de comptage, puisqu'il y a des flux Eveler qui permettent de remonter les informations et de pouvoir s'assurer que les actions amènent bien des économies réelles au niveau de la facture d'énergie et donc au niveau du compteur de gaz. Et pour compléter, si je puis me permettre, pour la notion des 19 degrés dans les pièces, qui sont les températures de consigne que l'on maintient dans chacune de nos pièces, j'invite tout simplement ceux qui seraient intéressés ou qui auraient un petit doute sur cette valeur-là et la capacité des gens à l'accepter et à vivre à 19 degrés. On est à Limoges, donc on n'est quand même pas dans une région côtière, où on n'est pas dans le sud de la France chez nous, mais vous verrez l'interview de la directrice qui est contenue dans le retour d'expérience que l'on a fait et qui est disponible chez Engie, sur leur site. Vous verrez son interview et vous verrez tout simplement ce qu'elle en dit. Pour moi, je le synthétise à 19 degrés, c'est une température qui permet de vivre, d'avoir une activité normale dans un bâtiment, à condition de ne pas avoir d'autres températures supérieures, parce que souvent nos installations sont souvent déséquilibrées ou mal équilibrées. On le dit comme on veut pour pas trop se faire mal, mais on n'y arrive pas bien et il y a toujours un endroit où c'est défavorisé. Et c'est ce décalage-là qui fait que les gens apprécient toujours mieux celle qui est plus haute que celle qui est plus basse. Résultat des courses, on ne sait jamais ce que c'est qu'un vrai 19 degrés harmonisé sur toutes les pièces. Et pour l'instant, sur ce bâtiment-là, aujourd'hui, la directrice et leur retour d'information au quotidien, on n'a pas de plainte. Ils se sont satisfaits sans aucun souci sur cet aspect-là. Et il y a une deuxième donne très importante par rapport à l'usage, justement, c'est d'avoir l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à cette ouverture sur les salles de classe, les zones de circulation, etc., ce n'est plus une information qui est cachée, qui est protégée par le mainteneur ou par la maîtrise d'ouvrage, ou peu importe. Aujourd'hui, tout le monde a l'information au même moment, et elle est, entre guillemets, partagée très facilement, avec justement deux actions très simples en termes de suivi. On a atteint la température de consigne, on le sait, tout va bien. On n'atteint pas la température de consigne où il y a une insuffisance de température dans le bâtiment. On sait qu'à travers le travail de suivi énergétique fin qui est établi, que ça nécessitera une intervention et la personne se pose de questions. Et donc on se retrouve très facilement à avoir fait de l'optimisation notamment des coûts d'exploitation du bâtiment, parce qu'on n'intervient plus
parce qu'il faut aller vérifier quelle est la température qu'on atteint, ou il faut aller vérifier que les plaintes sont réelles ou qu'il y a un problème. Là, on se retrouve très simplement à devoir intervenir parce qu'on sait qu'il faut intervenir. Et ça amène énormément de sérénité dans l'usage et l'exploitation du bâtiment côté utilisateur. Et côté exploitant, ça amène également de la sérénité parce que ça évite de déplacer des personnes pour des petites bricoles, sachant que les déplacements, ne serait-ce que d'aller sur le site, ça a un coût. Et donc, ça amène pas mal d'optimisation et c'est très apprécié de toutes les parties prenantes. Il en est de même justement pour ces données d'exploitation, c'est-à-dire que quand on dit il y a une plainte qui a été déclenchée de manière réelle ou arbitraire, peu importe, on va avoir des outils de supervision qui vont permettre de vérifier très simplement et en temps réel tous les bons fonctionnements, que ce soit les passerelles de communication, les sondes de température, les détections de présence, et ainsi on peut programmer des alertes, des alarmes qui y sont associées de telle manière à pouvoir intervenir le cas échéant. Je vous repasse la main, du coup, voilà, et je vais sur la slide 16. Sur les résultats. Exactement. Et pour compléter, pour bien parler du monde professionnel, le premier trimestre a été le premier trimestre dans lequel on a eu le besoin de plus de dialoguer avec les occupants, parce c'était un paradoxe. C'est-à-dire qu'on arrivait à avoir nos 19 degrés et on avait quand même des radiateurs qui n'étaient pas chauds et qui étaient presque froids. Et tout simplement, ça a été d'arriver à associer la notion qu'un outil peut mesurer une température et avoir un vrai 19, et malgré ça, on a des radiateurs froids. Et ça, ce paradoxe-là, il a été oublié tout bêtement au retour des vacances de Noël. Lorsque l'année a repris et on est reparti sur une vie normale, tout le monde a considérer que c'était la même température qu'ils avaient avant de partir en vacances. Ils étaient moins pris par le début de l'expérimentation et tous les échanges qu'on a pu avoir au début. Et une fois que c'est rentré dans leur vie de tous les jours, cette sensation-là, il n'y a eu que un jour de vraie panne, où là, on a eu le matin, on a eu un appel et la chaudière, elle était en rate. Et donc là, comme on dit classiquement, et ça a été une vraie panne. Et nous, on l'avait vu en même temps, à 6h30, elle est tombée en panne. On a convenu et tout le monde a vu qu'effectivement là on n'avait pas de 19 et il faisait un tout petit peu plus froid. Donc voilà, faut bien être rassuré sur ces notions de valeur et ces notions de la sensation et la perception de température sont différentes avec ces outils-là que par le passé où il faut avoir le radiateur chaud même si on a 22 et s'il est froid, il n'y a pas la bonne température. Si je pense qu'on regarde la diapo numéro 12. 16. Perspective et conclusion. On a déjà passé. Alors, juste pour présenter les résultats, on a suivi les consommations d'énergie du bâtiment. Et ce qui est très positif, c'est que, comme le disait Sylvain, on va amener l'énergie que quand c'est nécessaire. Et quand on sait que dans des établissements scolaires, on a une intermittence importante, puisque finalement, on a parfois dans certaines écoles 4 jours de classe, on a du temps périscolaire ou on n'en a pas, on a des vacances scolaires. Donc on est capable aujourd'hui, grâce à l'intermittence du bâtiment maîtrisée, d'amener des économies d'énergie non négligeables, puisqu'on va chauffer que quand on en a réellement besoin. Deuxième élément, quand on a des objets connectés comme des vannes qui permettent de contrôler les ouvertures et les fermetures et donc d'arrêter à un moment donné la diffusion de chaleur, on va éviter aussi les dérives de température qui sont liées au système de chauffage. On ne peut pas s'affranchir de toutes les dérives de consommation dans un ambiant. On peut avoir des apports solaires qui vont permettre d'atteindre 20, 21, 22, 23 degrés parfois quand c'est avec de très forts apports, un bâtiment. Mais en tout cas, on contrôle complètement cette diffusion d'énergie. Et aujourd'hui, on met la chaudière à l'arrêt. Exactement. Et de ce fait, on est sur des coûts d'investissement qui sont relativement modestes au regard des économies qu'on amène, puisque là, pour cette expérimentation, on a amené presque 50% d'économies d'énergie en jouant justement sur ce vecteur du système de chauffage maîtrisé. Du fait également aussi que
L'occupation, les réglages associés à l'occupation n'étaient peut-être pas optimaux, donc ça a une importance non négligeable. Aujourd'hui, en moyenne, on arrive à faire entre 25 et 30% d'économie sur beaucoup de sites, dès lors qu'il y a une intermittence qui est contrôlée et des réglages un peu plus fins des températures. Sylvain, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Les 50%, ils ont été au départ, ça a été une surprise parce que de cette proportion-là, je ne sais pas si vous l'avez vu avec les bars, mais on a pu faire énormément de scénarios de variations et on avait un petit peu de mal, et j'avais un peu de mal à me persuader des résultats que l'on avait au niveau de la métrologie des compteurs, mais la réalité des 50% d'économie d'énergie, c'est vraiment à situation comparable avec matériel équivalent et programmation. La totalité des éléments antérieurs sont les mêmes. On a juste à mener le complément de pilotage seul par heure pour arriver à cette importante économie. Moi, je ne parle même plus d'économie, on parle de non-dépense. Parce que le dispositif, bientôt, va être capable de prévoir la quantité d'énergie à diffuser par rapport pour les 6 heures à venir par rapport à l'occupation prévue. Et donc là, on va vraiment être dans l'adéquation, prévision, exécution et vérification. On s'adapte vraiment aux besoins et à l'usage des gens. L'idée, c'est de pouvoir faire qu'on soit informé et que le pilote, que l'installation reçoive l'information de je ne prendrai pas mon créneau horaire tel jour, je serai pas là. J'appuie simplement sur mon smartphone et il n'y aura pas de diffusion de chaleur pendant cette période-là. Voilà où on en est et la potentialité est énorme sur toutes les situations. Même le prochaine expérimentation va être sur un bâtiment qui a été livré il y a 3 ans et je m'attends à peu près la même proportion. Certes, les volumes d'énergie diffusés dans le bâtiment sont bien moins importants que dans un bâtiment des années 70, mais la proportion de diffusion de chaleur, il est toujours aussi difficile de chauffer dans les périodes de mi-saison où on diffuse trop de chaleur, où on ouvre les fenêtres pour faire la régulation de température, même avec des beaux doubles vitrages, même avec des beaux labels, on a toujours ces mêmes difficultés. C'est difficile d'envoyer des petites quantités de chaleur dans les bâtiments. Le jour où il fait moins 7, tout va bien. Le jour et tous les autres jours de l'année, c'est là où on commence à gaspiller. Merci. Et on voit bien aussi qu'au regard des enjeux réglementaires, notamment le décret tertiaire pour les bâtiments de plus de 1000 m², moins 40% en 2030, on a le sentiment que c'est difficile quand on discute avec des maîtres d'ouvrage. Nous, on porte la conviction que c'est tout à fait tenable à partir d'actions de sobriété, évidemment, de remplaçants de système quand c'est nécessaire. Mais le digital amène justement une valeur différente, singulière. Et là, ce 50%, alors il paraît assez exceptionnel, mais on sait qu'allègrement, on va pouvoir attendre en action de performance énergétique beaucoup du digital. Et c'est tant mieux puisque les solutions existent. On peut prendre quelques questions et essayer d'y répondre si vous avez envie. Nous avons 1 ou 2 micros ici qu'on peut ouvrir. N'hésitez pas, c'est à vous. En fait, je vous avais allumé le micro. Oui, a priori, oui. Il faudra. C'est à la régie. Vous pouvez allumer. C'est avec celui-ci. Pardon. Je souhaitais savoir si vous envisagez de coupler d'autres données que le chauffage. Oui, tout à fait. Le prochain site, on va maîtriser, on va piloter la totalité des énergies, que ce soit l'électricité, le chauffage, voire l'eau. L'objectif étant à partir du moment où on maîtrise les données d'occupation, c'est-à-dire on va savoir lorsqu'il y a une occupation ou lorsqu'il n'y en a pas, c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est de se poser la question pourquoi de l'énergie pendant ce créneau-là où il n'y a personne.
L'objectif, c'est de se rapprocher de plus en plus, à part les problématiques de veille de tous ces systèmes-là, qui feront quand même qu'il y a un fond de consommation pendant les temps de veille, mais c'est se rapprocher, personne dans le bâtiment, pas d'énergie consommée. J'ai projeté l'architecture entre-temps. Quand on voit l'aide au pilotage en partie centrale, il faut imaginer que ça va fonctionner comme un mini PC en local qui va récupérer des informations, que ce soit des informations de chauffage, de climatisation, d'éclairage ou de ventilation. On va pouvoir, dès lors qu'on a la capacité de faire du pilotage de ces organes, amener cette performance de la même manière. Une autre question peut-être ? Mais je vais essayer d'ouvrir un petit peu le sujet. Pour terminer, et on pourra vous libérer. Alors, j'avais prévu de vous rappeler juste un petit enjeu au niveau de la grande galaxie NJ dans laquelle nous sommes. Nous, on est une petite activité d'une centaine de personnes. On a la volonté, en fait, d'amener une expérience triple, c'est-à-dire que sont présents dans nos équipes des data scientists et des experts des bâtiments intelligents, et également de l'automatisme du bâtiment, mais aussi des énergéticiens qui amènent justement ce regard croisé entre la bonne quantité d'informations, les bonnes solutions techniques et technologiques pour amener de la performance énergétique et environnementale sur différents types de bâtiments. Aujourd'hui, on est capable d'intervenir sur des bâtiments publics comme on vous le présente avec la ville de Limoges, mais également dans le domaine du logement. On atteint quand même des chiffres assez importants de logements équipés autour de la répartition de frais de chauffage et de la performance énergétique associée. On intervient également beaucoup dans le domaine de l'industrie avec pas mal de grands comptes qui nous font confiance. Rapidement, je vous donne quelques repères à ce niveau-là. Donc on a autour de cette palette de services énergie et digital un certain nombre de références. Alors il y a effectivement Caterpillar, Sanofi pour l'industrie comme je le citais. On travaille beaucoup aussi avec la commande publique, que ce soit les conseils régionaux, les conseils départementaux, les collectivités. Donc on est également à votre disposition si vous avez des réflexions sur ce type de cible. Je vous remercie de votre attention. Je suis vraiment désolé du démarrage un peu poussif avec tous ces petits problèmes techniques. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on restera à votre disposition si vous avez besoin d'approfondir le sujet ou si vous voulez plus d'informations. Sylvain Pasquet, donc de la ville de Limoges, avec le mail qui est affiché, on pourra faire suivre la présentation. Moi-même pour la partie énergie au niveau des équipes NJ Solutions, et également Nicolas Blandin qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui pilote l'activité et le développement pour Virtuose. Merci de votre attention et puis à bientôt.